Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Population et santé dans les pays en développement. Population. Collection dirigée par Yves Charby. Maria Eugenia Cosio-Zavala, Hervé Domenac. La démographie est au cœur des enjeux contemporains, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux, culturels ou politiques. En témoigne le renouvellement récent des thématiques développement durable, urbanisation et mobilité, statut de la femme et de l'enfant, dynamique familiale, santé de la reproduction, politique de population, etc. Cette démographie contextuelle implique un renouvellement méthodologique et doit donc prendre en compte des variables en interaction, dans des espaces de nature diverses, physiques, institutionnels, sociaux. La collection Population privilégie les pays et les régions en développement sans pour autant oublier leurs liens avec les pays industrialisés, et contribue à l'ouverture de la démographie aux autres disciplines. Elle est issue d'une collaboration entre les chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement IRD, de l'UMR-CEPED, INED, IRD, Université Paris-Descartes, et du Centre de recherche Population et Société Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Dernier paru. Aurélie Godard, Le travail des femmes en Guinée-Maritime, 2010, Céline Clément, La mère et ses enfants, Devenir adulte et transmission intergénérationnelle, 2009. Olivier Belbéor, Yves Charby, Souraya Hassan Hussein Dir, La population de Djibouti. Recherche socio-démographique, 2008. Maryse Guémard, Goitre endémique et démographique en Afrique noire. L'exemple d'un village en Côte d'Ivoire, 2008. Mustapha Omran, Accès à la terre, dynamique démographique et ancestralité à Madagascar, 2008. Frédéric Sandron Dir, Population et développement dans les hautes terres de Madagascar, 2008. Lise Beck, Contexte de paupérisation et mortalité des enfants ruraux au Rwanda, 1980-1994, 2007. Cédric Audebert, L'insertion socio-spatiale des Haïtiens à Miami, 2006. Michel Dion, Quand la Réunion s'appelait Bourbon, 2006. Ralph Shore, Français et immigrés en temps de crise, 1930 à 1980, 2004. Jean-François Léger, Les jeunes et l'armée, 2004. Maryse Guémard. Population et santé dans les pays en développement. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 316 2. EAN 9 782 296 563 162. Introduction. La santé de la population est une composante essentielle du développement humain et de celui des sociétés. Elle est au cœur du sous-développement, en étant à la fois une finalité et un moyen de développement. Un mauvais état sanitaire peut remettre en cause et menacer le développement économique et social. À l'inverse, une bonne santé facilite le développement par le jeu de divers mécanismes. Il est démontré que la santé peut agir comme un levier sur le développement, plus spécifiquement sur la croissance économique. Le rapport Macroéconomie et santé de l'OMS, OMS 2001, fait état des multiples effets que peut avoir l'amélioration de la santé sur l'économie, effets sur l'éducation, sur la productivité du travail, sur l'offre de main-d'œuvre, sur le pouvoir d'achat, la consommation, l'épargne, etc. L'impact de la santé sur la croissance a pu être mesuré avec précision au niveau macro. Parmi tous les facteurs qui expliquent la divergence d'évolution, depuis le début des années 1950, entre les pays asiatiques qui ont émergé et les pays d'Afrique subsaharienne, les plus pauvres, la santé ressort très nettement. Des économistes ont établi que plus de la moitié de l'écart de croissance entre l'Afrique et l'Asie de l'Est s'expliquait par des différentiels d'état démographique, géographique et de santé. Des modèles de croissance s'accordent sur le fait qu'une augmentation de 10% de l'espérance de vie
induit une croissance du PNB de 0,3 à 0,4% par an. Severino 2008. La théorie des trappes à pauvreté, développée par Jeffrey Sachs 2006 dans le cas des pays en développement, accorde à la santé une place centrale. Les situations de pauvreté sont auto-entretenues par une conjonction de facteurs liés, entre autres, à la perte progressive du savoir et des capacités individuelles, malnutrition, maladie, etc. À l'autre bout de l'échelle temporelle, Stéphane Tizio montre que la maladie revêt une dimension intergénérationnelle de par ses conséquences sur les conditions d'existence des descendants, Tizio 2004. Jean-Michel Severino analyse également l'impact de la santé au niveau micro. Dans le cas des pays en développement, la santé influe sur la capacité à exploiter ses potentialités. Une détérioration de la santé qui réduit les capacités à élaborer des choix et à saisir des opportunités, a donc un impact directement négatif sur l'efficacité de l'économie dans son ensemble. La place accordée à la santé arrive ainsi au premier rang des priorités internationales et témoigne de la prise de conscience de la forte corrélation qui existe entre pauvreté et santé. La santé pour tous en l'an 2000, slogan prôné par l'Organisation mondiale de la santé, traduisait une volonté de mobilisation générale en faveur des actions de santé dans le monde. La Conférence internationale sur la population et le développement, CIPD, qui s'est tenue au Caire en septembre 1994, posait comme principe que tout individu a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit capable d'atteindre. Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, un accès universel aux services de santé, y compris ceux qui ont trait à la santé en matière de reproduction, Nations Unies 1995. L'amélioration de la santé des populations fait l'objet de 3 des 8 objectifs du millénaire pour le développement, OMD1, énoncés par les Nations Unies en 2000 qui portent sur la baisse de la mortalité, notamment celle des enfants et des femmes, l'amélioration de la santé maternelle, le recul des grandes endémies comme le sida, le paludisme ou encore la tuberculose. La santé est en outre, de plus en plus perçue comme le pendant du premier objectif, qui vise à éradiquer l'extrême pauvreté et la faim. L'état sanitaire d'une population est étroitement lié à son avancée dans la transition démographique qui se caractérise, dans sa première phase, par une baisse de la mortalité, conséquence du développement économique et social, de l'élévation du niveau d'instruction, de l'application des mesures d'hygiène alimentaire, des progrès de l'assainissement puis plus tard, de l'utilisation des antibiotiques et de la généralisation de la vaccination. La baisse de la mortalité s'accompagne d'une modification du profil sanitaire de la population. Les maladies infectieuses sont progressivement remplacées par les maladies dégénératives ou liées au stress et au mode de vie moderne. Ces changements induisent une transformation radicale des âges au décès, de la petite enfance vers l'enfance, la jeunesse puis les âges élevés avec une augmentation de l'espérance de vie. L'amélioration des chances de survie bénéficie surtout aux jeunes plus qu'aux personnes âgées, aux femmes plus qu'aux hommes. Ces processus observés à partir des XVIIIe et XIXe siècles dans les pays développés sont plus tardifs et plus rapides dans les régions en développement. Ainsi, les différences de santé dans le monde suivent de très près les écarts de développement opposant pays du Nord et pays du Sud. Les pathologies qui prédominent au Nord ne se retrouvent pas au Sud avec la même intensité comme les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité, les cancers, l'obésité, les maladies de civilisation, dépression, alcoolisme, tabagisme, les accidents de la circulation. Dans l'hémisphère sud règnent les maladies transmissibles soit par des agents infectieux, soit par des parasites. Paludisme, rougeole, méningite, tuberculose, bilharziose, lèpre, sévissent aussi les carences alimentaires et vitaminiques. La mondialisation avec le développement des moyens de communication ainsi que l'industrialisation et l'urbanisation rapide du Sud tendent à transformer ce schéma. Les maladies de civilisation étendent leurs ravages au Sud. La démographie se trouve au cœur des problématiques liées à la santé des populations dans le monde en développement. Tout d'abord, la notion de sous-développement a pendant longtemps été associée à la croissance démographique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
l'évolution de la population diverge fortement entre les pays du Sud et ceux du Nord et le monde apparaît divisé en deux grands ensembles. Les pays développés d'une part, à la croissance démographique lente et le tiers-monde d'autre part, connaissant une véritable explosion de leur population. La croissance démographique était, à cette époque, considérée comme un frein majeur au développement économique et social. C'est ainsi que lors de la première conférence mondiale sur la population à Bucarest en 1974, les pays développés prenaient la nécessité et l'urgence de réduire l'augmentation de la population, alors que les pays en développement avaient une attitude populationniste, qui exprimait une remise en cause de l'ordre mondial inégalitaire. Au fil des années, les positions des deux camps se sont rejointes et un consensus s'est établi sur la nécessité de contrôler la croissance démographique, Conférence de Mexico en 1984, Conférence du Caire en 1994. Bien qu'une croissance démographique trop élevée entraîne des tensions supplémentaires dans des économies fragiles, elle n'est plus une variable centrale du développement. La plupart des pays d'Amérique latine et d'Asie ont maîtrisé, ou sont en voie de maîtriser, leur croissance démographique sans pour autant avoir connu le développement économique. Les questions de santé sont aussi, depuis longtemps, un des domaines de prédilection de la démographie. Les démographes, comme les épidémiologistes, cherchent à identifier les maladies au sein d'une population. Le but de leur démarche est double. D'une part, mesurer la fréquence de la maladie dans la population et d'autre part, détecter les déterminants ou facteurs de risque contribuant à la survenue de la maladie. Ils utilisent souvent des données similaires, les statistiques d'état civil ou ce qui en tient lieu, les enquêtes démographiques et les études de cohorte. Historiquement, ce sont les épidémiologistes qui ont les premiers concentré leur attention sur une approche de la morbidité et de la mortalité principalement orientée vers la mesure de la fréquence des maladies, leur étiologie, leur prévention, et l'évaluation des thérapeutiques destinées à les combattre. Plus récemment, les démographes se sont à leur tour tournés vers la mesure de la morbidité en tant que complément d'information, en ajoutant à certaines enquêtes démographiques des questions épidémiologiques, notamment dans les pays en développement, enquêtes démographiques et de santé EDS. Ces études visent à la fois à décrire la réalité et à analyser les faits, afin de déterminer les facteurs conduisant à la maladie et à la mort, ou d'évaluer l'efficacité des efforts faits pour réduire la morbidité et la mortalité. Alors que l'épidémiologiste de santé publique attache surtout de l'importance aux facteurs de risque individuels tels que l'hygiène de vie, le démographe sera plus sensible au milieu contextuel économique et social agissant sur les variables comportementales. Ce dernier analyse les données de morbidité et de mortalité en partant de l'exposition au risque, la cause, pour mesurer la fréquence de l'issue, l'effet, et calculer ainsi des taux propres à différentes catégories de la population. Les épidémiologistes, au contraire, tentent le plus souvent de déterminer les différentes expositions au risque de groupes d'individus ayant connu des issues différentes. Pour prendre comme exemple la survie des enfants en relation avec l'éducation maternelle, un épidémiologiste cherchera à estimer le niveau d'éducation des mères dont l'enfant est mort, et à le comparer à celui des mères dont l'enfant est encore vivant. Cette démarche est l'inverse de celle du démographe qui, lui, va chercher à mesurer le risque de décès des enfants selon le niveau d'éducation des mères. Les démographes abordent la santé en termes de conséquences sur la durée de vie, mortalité, cause de décès, espérance de vie en santé, etc., de connaissance des déterminants sociaux, ou encore en étudiant l'histoire épidémiologique des populations. La mortalité, qui est évidemment en rapport direct avec la santé, constitue l'un des grands enjeux de la recherche démographique vers lequel se sont tournés les démographes avant même que le mot démographie n'existe. John Grant déjà, lorsqu'il étudie la mortalité, le fait à partir des bulletins de décès établis à Londres afin de surveiller les épidémies de peste. Cet ouvrage dresse un tableau de l'état sanitaire des populations en développement, en ce début du XXIe siècle. Celui-ci n'est pas indépendant de l'évolution démographique, et suit le modèle de la transition sanitaire. Après avoir rappelé les principaux concepts utilisés en santé des populations, chapitre 1, il sera fait état de l'évolution perturbée de la transition sanitaire dans les pays en développement entraînant une double charge de morbidité,
chapitre 2. Le chapitre 3 présentera les indicateurs utilisés pour mesurer l'état de santé d'une population. L'étude de la mortalité dans les pays en développement, chapitre 4, mettra en évidence le poids de la mortalité des enfants. Une place particulière sera faite à la santé des femmes dans le chapitre 5. L'analyse de la morbidité, chapitre 6, fera ressortir la double charge que doivent supporter les populations en développement. Enfin, le chapitre 7 fera état des systèmes de santé dans ces pays. 1. Voir en annexe 1, les 8 objectifs du millénaire pour le développement. 2 expressions qui désignent le processus historique qui permet de passer d'un régime démographique ancien, à niveau de mortalité et de fécondité élevée, à un régime nouveau à mortalité et fécondité basse. Chapitre 1. La santé et la maladie, DEFINITIONS et concepts. Les approches de la santé de la population sont variées. Du point de vue de la santé publique, on s'intéresse aux maladies épidémiques, aiguës ou chroniques, à leurs causes et facteurs de risque, à leur diffusion dans la population. On cherche à prévenir les maladies, à réduire leurs conséquences et à promouvoir la santé. Les gestionnaires du système ou les politiques ont encore d'autres visions de la santé, répondant à leurs préoccupations. Bien-être de la population, poids des handicaps, coût de la maladie, évaluation des inégalités, définition de priorité. La santé n'est perçue, généralement chez l'individu, que lorsqu'il est confronté à la maladie. La santé est une condition nécessaire pour subir la maladie. C'est souvent par la maladie que l'individu appréhende son état de santé. Il convient donc de revenir sur quelques définitions et concepts. La première question qui se pose est la suivante: qu'est-ce que la santé? La réponse conduira à s'intéresser à la notion de maladie. La mort apparaît comme le résultat d'un processus de dégradation des forces vitales qui conduit de la santé aux différentes manifestations de la morbidité. La santé et la morbidité sont des concepts complexes qu'il convient de définir avant d'analyser les relations entre la santé et le développement humain, mais aussi économique-social. La santé, une notion relative. La santé est à la fois une réalité biologique et culturelle, individuelle et collective, ce qui rend le concept plus ou moins difficile à définir. Définition de la santé. D'après les dictionnaires, il s'agit d'un bon état physiologique ou encore d'un état où l'organisme fonctionne harmonieusement. Plusieurs auteurs ont donné une définition de la santé. Pour René Dubos 1973, la santé est la situation dans laquelle l'organisme réagit par une adaptation tout en préservant son intégrité individuelle. Pour René Leriche 1936, la santé c'est la vie dans le silence des organes. Pour Jacques Dufresne 1985, la santé c'est l'oubli de la santé 3. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, se réfère à une notion plus étendue, un état de bien-être complet physique, mental et social qui ne peut être réduit à l'absence de maladie ou d'infirmité. Cette dernière définition est celle du préambule de 1946 à la Constitution de l'OMS et n'a pas été modifiée depuis. Elle implique que tous les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels. Selon Catherine Gourbin et Guillaume Wunsch, Gourbin et Wunsch, 2002, cette définition confond les notions de santé et bien-être. La santé n'est en effet qu'une des composantes du bien-être. Elle fait essentiellement appel à l'expérience personnelle d'un individu, avec les deux dimensions de santé objective et subjective. La définition de la santé serait ainsi propre à chaque individu, et il serait difficile dès lors d'identifier un commun dénominateur permettant une mesure agrégée du niveau de santé d'une population. Dans la société baoulée de Côte d'Ivoire, ce sont les devins et les clairvoyants qui définissent les critères du normal et du pathologique, de la possession malheureuse à soigner et de la possession heureuse à cultiver, qui apparaissent comme des éléments normatifs permettant de justifier l'ordre social en place. Dans chaque société et à chaque époque, les modèles dominants attribueront aux maladies leur cause. Les génies de la terre ou du mal, l'alcool, le tabac, le patrimoine génétique ou les virus. Roberto Mordacci 1995 a montré que la santé comporte une dimension d'adaptation et une dimension d'épanouissement.
D'une part, l'être en bonne santé peut s'adapter aux agressions physiques ou mentales provenant de son environnement. D'autre part, la santé est aussi une des conditions, ni nécessaire, ni suffisante, à la réalisation de l'individu sur les plans physiques et psychiques. 4. La santé telle qu'elle est perçue par l'individu est fortement associée à son histoire de vie. Elle est aussi forgée par l'environnement culturel de l'individu et par sa capacité d'adaptation. La santé serait une image complexe, composée de l'expérience de chacun, de ses valeurs, de l'information disponible et de sa compréhension. La notion de santé varie donc dans le temps et dans l'espace. Il est admis aujourd'hui que la santé, bonne ou mauvaise, se distribue selon un continuum d'états allant de la santé parfaite à la mort, passant par la maladie ou toute autre forme d'altération ou de dégradation physique ou mentale. L'individu ne perçoit, généralement, la santé que lorsqu'il est confronté à la maladie. La santé est une condition nécessaire pour subir la maladie. C'est souvent par la maladie, la sienne ou celle des autres, que l'individu appréhende son état de santé. La santé, une notion relative. La santé est donc une notion relative, parfois non présentée comme corollaire de l'absence de maladie. Des personnes porteuses d'affections diverses sont parfois jugées en bonne santé si leur maladie est contrôlée par un traitement. Dès le milieu du XXe siècle, des spécialistes du diabète ont ainsi parlé de santé insulinienne. Aujourd'hui, cet état de fait est même majoritaire dans les pays développés. Il devient exceptionnel à partir d'un certain âge de ne pas avoir, par exemple, un trouble de la réfraction oculaire ou des problèmes d'hypertension. A contrario, certaines maladies peuvent être asymptomatiques pendant très longtemps, ce qui fait que des personnes qui se sentent en bonne santé peuvent ne pas l'être réellement. Un individu peut ne souffrir d'aucune maladie détectée mais se sentir en mauvaise santé. À l'inverse, il peut se sentir bien mais être atteint d'une affection sans manifestation extérieure. Dans le premier cas, la notion de santé sera subjective, celle ressentie par l'individu lui-même. L'individu sera subjectivement malade mais objectivement bien portant. Dans le second cas, elle est objective selon le diagnostic porté par l'expert. La santé perçue, qui est une mesure subjective, traduit la manière dont les individus ressentent leur état de santé. Elle reflète les sentiments, les idées, les croyances que les personnes ont au sujet de leur santé. La perception de la santé diffère donc selon les individus, bien que leur état de santé général soit le même, et ainsi elle ne représente pas forcément leur état de santé réel. La santé perçue est conditionnée par les attentes de chacun en matière de santé, et par la connaissance qu'ils ont de leur propre état de santé, maladie diagnostiquée ou non, nature et niveau de sévérité de la maladie. Les problèmes psychologiques ont aussi une influence sur la perception de la santé, et peuvent entraîner l'apparition de symptômes en diminuant de ce fait le sentiment de bien-être. La plupart des données sur la santé sont des données sur la santé subjective, obtenues par des enquêtes ponctuelles ou suivies. La sociologie médicale a élaboré différentes échelles, afin d'évaluer les diverses composantes de la santé. Dans son ouvrage, Anne Bouling, 1991, décrit ces diverses échelles. Certaines mesurent le bien-être psychique, d'autres s'attachent au bonheur, à la satisfaction que l'individu ressent de son vécu ou encore aux capacités physiques de l'individu ou à l'importance de son réseau social. Ces échelles, souvent construites par des professionnels de la santé, ne prennent pas forcément en compte la réalité de la situation telle qu'elle est ressentie par les individus. L'idée que chaque individu se fait de la santé est fortement marquée par son histoire de vie. Elle n'est pas une simple question de comportements individuels. Ceux-ci dépendent largement du contexte social, culturel, économique, sanitaire. Au départ, ces comportements découlent d'attitudes générales à l'égard du corps et de la santé qui sont elles-mêmes liées à la culture. Mais ces attitudes se traduisent en comportements selon les ressources dont disposent les individus, elles-mêmes largement conditionnées par la place qu'ils occupent dans la société. Les politiques sanitaires et sociales agissent elles-mêmes sur les comportements. Les connaissances médicales que les individus acquièrent varient dans le temps et l'espace en fonction de l'évolution des savoirs, des systèmes de valeurs en vigueur, de la diffusion de l'information. Ces facteurs vont changer la perception que les personnes ont de leur état de santé, mais aussi leur recours au système de soins, modifiant ainsi les niveaux de la morbidité diagnostiquée.
La santé est donc un concept dynamique qui diffère d'un individu à l'autre mais qui se modifie également pour une même personne avec l'âge et les circonstances, même si celle-ci reste en bonne santé. Ainsi, dans le monde en développement, la santé ne revêt pas pour les individus la même réalité que dans nos sociétés développées. Dans certaines sociétés, notamment les sociétés occidentales, la santé est même devenue un droit, à l'image du droit à l'éducation, à la liberté de parole, à la sécurité ou au travail. On retrouve ce concept dans le slogan de l'OMS, La santé pour tous en l'an 2000. Tout droit implique des devoirs, donc si l'individu a le droit à la santé, il a aussi le devoir de la protéger ainsi que celle des autres. Se pose alors la question de la responsabilité de l'individu, dans ses choix de mode de vie pour lui-même et pour son entourage. La tentation peut être grande, dans une société où le droit à la santé est un des principes de base et où le coût de la santé devient de plus en plus élevé, de pondérer l'accès aux soins par celui de la responsabilité individuelle. Les conséquences de comportements dangereux librement choisis ne pourraient pas être prises en charge par la collectivité. Or, de nombreux facteurs de risque comme l'alcool, le tabac, la drogue se concentrent dans les catégories sociales les moins favorisées. Selon Catherine Gourbin et Guillaume Wunsch, chaque individu disposerait d'un capital santé à la naissance, variable d'un individu à l'autre, qui évoluerait en mieux ou en pire au cours de la vie et qui influencerait la perception que l'individu aurait de sa propre santé. Ce capital augmenterait ensuite au cours de la vie à la suite de facteurs tels que la place accordée aux enfants dans chaque société, le rôle dévolu aux parents, les vaccinations, l'hygiène de vie, l'augmentation du niveau d'instruction de l'individu et de la société, l'amélioration des infrastructures sanitaires. Une série de déterminants individuels ou collectifs viendrait au contraire contrecarrer ces éléments positifs. Conduite de vie nocive, alcool, tabac, insalubrité de l'environnement, malnutrition, etc. À la longue, les éléments négatifs l'emporteraient sur les éléments positifs, conduisant à une réduction progressive du capital santé, à la maladie et finalement à la mort. Sur cette tendance décroissante à long terme se grefferaient toutefois des phases d'augmentation temporaire du capital, érodées ensuite par de nouvelles agressions externes ou internes contre la santé. 2002, page 14. L'individu n'appréhendant la plupart du temps son état de santé que par la maladie. Il faut aussi préciser ce qu'est la maladie et le concept de morbidité qui en découle. La maladie et la morbidité. Dans le langage courant, la notion de morbidité renvoie à l'ensemble de ce qui touche à la maladie. Selon le dictionnaire d'épidémiologie, la morbidité est tout écart subjectif ou objectif par rapport à l'état de bien-être physiologique ou psychologique. D'une manière générale, elle se définit comme la fréquence des maladies dans une population, rapport entre le nombre des malades et celui de la population. L'analyse de la morbidité d'une population se heurte à deux difficultés majeures. La définition de la maladie et le type de morbidité mesurée. La maladie, un état difficile à définir. Contrairement à la plupart des événements démographiques que sont les naissances et les décès, la maladie est un événement beaucoup moins certain. Selon les revues médicales, la maladie a longtemps été présentée comme un phénomène strictement biologique ou uniquement psychologique. Ces définitions oublient l'aspect social qui entre dans toute maladie. La détection de la maladie et le nom donné à cette maladie peuvent varier selon les époques et selon les cultures, en fonction de l'état des connaissances médicales et de leur diffusion dans la population, mais aussi en fonction des normes en vigueur dans la société. Priou, 1998. En effet, de nombreuses études ont montré que la production sociale de la maladie n'est pas un mythe mais bien une réalité que l'on retrouve au cours de toutes les périodes historiques. Jean-François Chanlat, 1985, précise que dès le Paléolithique supérieur, la morbidité est marquée par une prédominance des accidents traumatiques et la présence presque générale d'ostéarthrose chronique, rhumatisme. On ne constate ni carie ni trace de tuberculose, de syphilis ou de rachitisme. Puis avec le passage au néolithique, un nouveau mode d'organisation humaine se met en place, caractérisé par la sédentarisation des populations, l'exploitation de la terre, la domestication des animaux. De nouvelles pathologies font alors leur apparition comme les maladies de carence, scorbut, carie, rachitisme,
ou certaines maladies transmissibles, tuberculose, paludisme. Ainsi, de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, la morbidité se compose non seulement des épidémies périodiques, mais aussi des maladies infectieuses qui sévissent à l'état endémique. Grippe, lèpre, typhus, diphtérie, variole, etc. Les villes et les campagnes de l'époque sont de véritables foyers d'infection. Une des origines de la surmortalité dans ces populations est donc à rechercher dans leur organisation sociale. Puis avec le développement économique, les changements sociaux et de mode de vie entraînent la montée des maladies chroniques. Par ailleurs, les inégalités sociales devant la maladie et la mort sont bien connues. Le relief de la morbidité, à un moment donné, est donc façonné par le système socio-culturel en vigueur et la maladie n'est pas seulement un phénomène biologique ou psychologique. Il faut savoir en tenir compte dans toute action de santé publique. La définition de la maladie pose aussi la question de ce qui relève du normal et du pathologique. Sermet et Cambois, 2002. Autrement dit, où commence la maladie et où finit la normalité? Ce qui est normal pour une population dans une culture donnée ne l'est pas forcément dans une autre. Ce qui était normal autrefois ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Ce qui est normal à 60 ans ne l'est pas toujours à 20. Un état clinique normal peut masquer une affection à un stade infraclinique, etc. Difficile à cerner, la maladie n'est pas plus aisée à dater. Quand commence et finit une maladie? À partir de quand est-on guéri? La détection du début de la maladie est clairement dépendante de l'évolution des connaissances médicales, aussi bien parmi les médecins que parmi les patients qui peuvent en déceler plus ou moins rapidement les premiers signes. La fin de la maladie, lorsqu'elle n'est pas mortelle, c'est-à-dire la guérison, est tout aussi difficile à déterminer. Il existe en réalité une sorte de continuum entre le normal et le pathologique, tant au début de la maladie qu'à la fin. La reconnaissance d'un état en tant que maladie est loin d'être universelle, et les exemples de variations culturelles sont nombreux. Catherine Sermet et Emmanuel Cambois citent l'exemple de l'hématurie qui accompagne la bilharziose, maladie parasitaire endémique dans certaines régions d'Afrique, considérée comme un phénomène normal dans certaines cultures, ne justifiant pas une intervention médicale. La question de la norme est ainsi soulevée. Nous avons tendance à considérer le modèle de nos sociétés occidentales comme la norme universelle, mais pour certains auteurs, Jung, 1998, ce modèle n'est que le reflet de notre culture et que réalité et objectivité ne sont que des constructions sociales. Le rôle des phénomènes culturels est encore plus important quand il s'agit de la santé mentale. De nombreux auteurs soulignent l'existence de syndromes étroitement liés à certaines cultures. Les Kulturbonne syndromes qui constituent de vraies maladies dans ces sociétés mais qui ne trouvent pas leur place dans les modèles ou classifications d'autres sociétés. Ainsi le mal oraux des populations méditerranéennes ou hispano-américaines qui associent troubles du sommeil, pleurs ou diarrhée, est attribué au regard diabolique d'un étranger, le mauvais œil. D'autres pathologies, comme la boulimie et l'anorexie seraient propres aux pays occidentaux, Bach, 1990. Selon les sociétés et au cours de l'histoire, on a vu se développer plusieurs modèles relatifs à la maladie. Un modèle exogène et un modèle endogène que décrivent Catherine Gourbin et Guillaume Wunsch, 2002. Selon le modèle dit exogène, la maladie serait un accident dû à l'action d'un élément étranger au malade, réel ou symbolique. La maladie aurait ainsi, selon le temps et les lieux, son origine dans la volonté mauvaise d'une puissance surnaturelle, ou encore dans un agent nocif perçu comme naturel et présent dans l'environnement. La maladie contiendrait en germe des menaces pour la stabilité de l'ordre social, menaces que la société doit arriver à contrôler par la médecine. Elle serait une déviance par rapport aux normes sociales suivant lesquelles les individus doivent remplir leurs fonctions et leurs devoirs dans la société. La maladie, dans cette conception, bien que d'origine extérieure au malade, peut néanmoins être provoquée par ce dernier qui aurait pu l'éviter s'il n'avait pas, selon les cas, transgressé un interdit ou opté pour un comportement à risque. Si la cause de la maladie est extérieure à l'individu, la guérison doit également venir de l'extérieur. Selon la culture, il peut s'agir de déjouer le sort jeté par le destin ou de recevoir une thérapeutique médicale appropriée. La maladie, corps étranger, serait à expulser par des purifications rituelles, la saignée ou une antibiothérapie.
Le modèle endogène reconnaît comme cause de la maladie un déséquilibre général de l'organisme. Il y aurait dans ce cas, par exemple, un agent infectieux, mais qui ne pourrait se développer que sur un terrain individuel favorable. La maladie viendrait donc en partie de l'individu lui-même. Ce modèle est propre à des courants de la médecine psychosomatique tels que la psychanalyse ou l'homéopathie. Cette dualité de modèles explique qu'il n'y a pas qu'une seule définition de l'état morbide, mais des conceptions multiples de la maladie et donc des médecines possibles. Ainsi, même dans les sociétés occidentales, la thérapeutique moderne côtoie non seulement les thérapeutiques psychosomatiques, mais aussi les rébouteux et les guérisseurs. De même dans les sociétés africaines, le traitement symptomatique de la maladie pourra être confié au dispensaire ou à l'hôpital, tandis que son traitement étiologique sera réservé aux devins et aux guérisseurs du village, Zamplény, 1991. Claude Bernard écrivait que la santé et la maladie ne sont pas deux qualités qui s'opposent, mais elles sont les résultantes de simples modifications physiologiques, qui sont autant d'étapes au sein du continuum allant de la santé à la maladie. Le médecin aborde la santé-maladie dans le cadre d'une relation interpersonnelle avec le malade. La maladie, difficile à observer. Le démographe, comme l'épidémiologiste, cherche à identifier les maladies au sein d'une population afin d'en évaluer l'importance des problèmes de santé. Or, difficile à définir et à dater, la maladie ne donne pas toujours lieu à des déclarations comme les naissances et les décès, et plus particulièrement dans les populations en développement. L'analyse de la morbidité nécessite avant tout de reconnaître les maladies dont souffrent les individus. 3 composantes de morbidité sont généralement distinguées de façon classique, selon la provenance de l'information. La morbidité déclarée ou subjective, la morbidité diagnostiquée et la morbidité objective ou mesurée. La morbidité déclarée est celle qui est recueillie directement auprès des individus. Elle est aussi qualifiée de morbidité ressentie ou subjective, car chaque individu a sa propre conception du normal et du pathologique et sa propre échelle des valeurs pour ordonner les affections et les nommer. C'est aussi celle qui permet d'estimer les besoins ressentis par la population, et donc la demande de soins. Elle est également une vue partielle de la maladie des individus. En effet, nul ne peut prétendre connaître l'ensemble des pathologies dont il est atteint et en particulier celles dont les manifestations cliniques ne sont pas encore décelables. En outre, les déclarations des individus peuvent comporter des oublis ou des non-déclarations volontaires. La morbidité déclarée est le plus souvent appréhendée au travers d'enquêtes démographiques, communément appelées enquêtes santé. Beaucoup de pays au monde disposent d'enquêtes de ce type. De nombreux facteurs individuels et environnementaux influencent le niveau de déclaration des maladies, sans affecter la morbidité réelle. Les caractéristiques culturelles et sociales des individus et leur niveau de connaissance médicale et de leur état de santé influencent la déclaration de la maladie, de même que l'organisation sociale, l'environnement et le développement médical. L'évolution des méthodes de diagnostic ainsi que celle de l'offre et de la qualité des soins permettent de déceler de plus en plus aisément certaines maladies et de les identifier. L'évolution de la société induit aussi des modifications dans les attentes et exigences en matière de santé. La déclaration de la maladie dépend également de ses caractéristiques. Il est en effet plus aisé de reconnaître une affection aiguë dont la symptomatologie est forte et bien délimitée dans le temps qu'une maladie dont les manifestations sont plus légères et épisodiques, les rhinites allergiques saisonnières par exemple, et qui ne sera pas signalée. Enfin, les modalités retenues dans les enquêtes santé, type de questions, méthodes et périodes de recueil, etc., sont variables et peuvent influencer les déclarations. La morbidité diagnostiquée, comme son nom l'indique, correspond aux maladies diagnostiquées et traitées par le corps médical chez les patients ayant eu recours à un médecin. Elle peut également être observée au cours d'enquêtes épidémiologiques spécifiques, visant à identifier l'importance et les causes d'apparition d'une maladie dans une population. Depuis longtemps, un certain nombre de maladies sont soumises à déclaration obligatoire et la liste de ces maladies varie en fonction des époques. Un certain nombre de données de ce type sont enregistrées dans de nombreux pays.
notification de maladies infectieuses, registre de maladies chroniques, en particulier des cancers, statistiques hospitalières, maladies et accidents du travail par exemple. Ainsi, c'est grâce à ces déclarations que l'on peut suivre aujourd'hui l'évolution des nouveaux cas de sida dans bon nombre de pays. C'est ce type de morbidité que l'on mesure à partir des données hospitalières ou des rapports des réseaux de médecins vigie. Ce type de morbidité permet de diagnostiquer la présence ou l'absence de pathologie dans une population et d'en déterminer la gravité. La morbidité objective, enfin, ou morbidité mesurée, est celle qui est réellement présente dans l'état actuel de la médecine. Elle se mesure à partir d'examens de routine pratiqués sur l'ensemble d'une population ou d'une sous-population, écoliers, salariés d'une entreprise, etc. Il existe un certain nombre de grandes enquêtes démographiques sur la santé, enrichies d'un examen médical, réalisé sur tout ou partie de l'échantillon. Une des premières dans ce domaine, la NHES, National Health Examination Survey, a été mise en place aux États-Unis dès 1960. Depuis, ce mode de collecte des données s'est développé dans plusieurs pays, essentiellement les pays développés. Du fait de la complexité de leur mise en place, la plupart des enquêtes nationales ou régionales qui incluent des examens médicaux se cantonnent à l'étude d'une pathologie particulière comme, par exemple, les maladies cardiovasculaires ou les cancers. La seule morbidité que l'on puisse aisément appréhender est la morbidité diagnostiquée. L'information recueillie permet de construire des indicateurs. La mesure de la morbidité sera abordée dans le 3e chapitre. La mort. L'issue de la maladie peut être fatale et conduire à la mort. Le décès n'est pas un phénomène instantané ni un phénomène abstrait mais un processus bien concret, une expérience s'inscrivant dans la durée de l'ultime étape de l'existence, la fin de vie. Ce processus implique des personnes, mourants, familles, collègues, amis et de plus en plus son entourage médical, et il a des conséquences pour les survivants. La définition de la mort varie en fonction de l'état de la science médicale. La mort n'apparaît plus comme un événement unique, intéressant toutes les fonctions vitales à la fois, et les techniques médicales permettent, par une réanimation prolongée, de maintenir en vie une personne qui autrefois serait décédée. Dans la conception médicale actuelle, la fin de la vie correspond à la mort cérébrale de l'individu. C'est elle qui conduit à l'établissement du certificat de décès. Son diagnostic se base sur 4 signes. La perte totale de l'état de conscience et de toute activité spontanée en dehors des réponses réflexes, la suppression de réactivité pour tous les nerfs crâniens, l'abandon de la respiration spontanée et un électroencéphalogramme plat. Ces signes de mort cérébrale doivent être constants pendant un délai d'observation suffisant, 12 à 48 heures, Gourbin et Wunsch, 2002. La définition de la mort, comme celle de la santé et de la maladie, peut donc varier selon le temps et la société. Il en est de même des représentations que l'individu se fait de la mort, qui changent selon les populations. La conception de la mort et les rituels qui l'entourent sont fonction du système socioculturel en vigueur. Chaque civilisation, chaque époque ont trouvé face à la mort leur stratégie, leur rituel pour transcender ce point de rupture. Dans les sociétés traditionnelles africaines où le social prime sur l'individu, la mort est l'objet de représentations et de cérémonies publiques, Thomas, 1982. En outre, dans ces sociétés comme dans la plupart des pays en développement, la mort fait partie de la vie et se trouve présente quotidiennement du fait de son incidence élevée et des nombreux contes et proverbes qui la mettent en scène. La mort serait simplement un moment d'un processus qui englobe la vie et se prolonge au-delà du décès. Le principe vital se dissocie du corps pour survivre dans l'éternité. Le mort fait donc encore partie du présent, et on peut faire appel à lui pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours. Le décédé devient ainsi un ancêtre investi de fonctions nouvelles. L'angoisse de la mort est tout aussi présente dans ces sociétés que dans le monde occidental, mais cette peur est réglée, canalisée dans le rite et portée par la croyance. La différence entre l'Occident et la tradition africaine se situe dans la représentation du moi. Du côté africain, une conception participative et socialement réglée, du côté occidental un sentiment exacerbé de l'individualité aux prises avec la déréliction de l'anonymat. Il en résulte à l'égard de la mort et des morts, des attitudes tout à fait divergentes.
d'un côté le refus de la coupure vie-mort et vivant-défunt, de l'autre au contraire une double confirmation de la rupture, Thomas 1982 page 251. Bien que la mort soit devenue l'affaire de l'individu et non plus de la famille et de la société dans les populations occidentales, certains auteurs affirment au contraire que depuis le milieu du XIXe siècle, elle est devenue une affaire publique. Avec l'introduction du certificat de décès, la mort relève désormais des statistiques et la construction de tables de mortalité établit le phénomène à l'échelon de populations entières. On s'intéresse à l'âge moyen au décès, ou à la répartition des décès selon le sexe et la cause. La mort est devenue un objet de représentation rationnelle et mathématique, voir chapitre 3. Santé et développement. Les relations qu'entretient la santé avec le développement sont maintenant bien documentées et reconnues par les spécialistes. La santé est à la fois cause et conséquence du développement. Mais la recherche dans le champ de la santé dans les pays en développement, qui s'intéressait aux impacts de l'état de santé des populations sur les variables macroéconomiques, adopte aujourd'hui une perspective davantage microéconomique d'analyse des systèmes de santé. Par ailleurs, la notion de développement a évolué elle aussi selon une dynamique qui lui est propre. À la notion de développement compris comme croissance économique, a succédé le concept de développement humain, puis enfin de développement durable, Tizio 2004. La notion de développement a évolué dans la pensée économique contemporaine. L'assimilation du développement à la croissance économique, mesurée par l'évolution du PIB ou du PIB par habitant, connaît des limites. Dans une conception davantage sociologique, le développement était conçu également comme la dynamique sociale d'une société qui entre dans un nouveau type de civilisation. Au cours des 2 dernières décennies, les approches du développement ont intégré, en plus de la croissance économique, la dimension d'autonomie individuelle. Le Fonds des Nations Unies pour le développement, PNUD, définit le développement humain comme le processus d'expansion des capacités, c'est-à-dire d'élargissement des possibilités offertes à chacun. Les individus sont la véritable richesse d'une nation. Le développement doit donc être un processus qui conduit à l'élargissement des possibilités offertes à chacun. Il a pour objectif fondamental de créer un environnement qui offre aux populations la possibilité de vivre longtemps et en bonne santé, d'acquérir les connaissances qui les aideront dans leurs choix et d'avoir accès aux ressources leur assurant un niveau de vie décent. La croissance économique est alors un facteur nécessaire au développement. Dans la lignée du modèle de croissance néoclassique, le lien causal était supposé aller du revenu vers la santé. Un revenu plus élevé facilite à la fois l'accès à des modes de vie et à des biens et services améliorant la nutrition et la santé, et à une amélioration de l'éducation elle-même favorable à de meilleurs comportements d'hygiène et de santé. En outre, un revenu croissant constitue une protection contre les chocs exogènes, y compris sanitaires comme les épidémies. L'analyse de l'apport de l'amélioration de la santé au développement était cependant obérée par les limites générales du modèle néoclassique, dont le caractère exogène du progrès technique et la difficulté à rendre compte de la croissance à long terme du fait de l'hypothèse de rendement décroissant du capital, Moati et Venteloup 2009. Dès le début des années 1990, la possibilité d'un lien causal inverse a été explorée dans les travaux du prix Nobel R.W. Vogel, qui montrait que l'amélioration du régime nutritionnel expliquait environ la moitié de la croissance britannique entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XXe, ces progrès alimentaires pouvant s'interpréter aussi bien comme un effet de revenu que comme un effet de santé. Dès 2001, le rapport de la Commission macroéconomie et santé de l'OMS, présidé par Jeffrey Sachs, considérait comme définitivement établi que l'amélioration de l'état de santé des populations constitue un input décisif pour la réduction de la pauvreté, la croissance économique et le développement à long terme, et que ce point avait été grandement sous-estimé jusqu'à présent par les politiques publiques, OMS 2001. La santé facteur du développement. La mauvaise santé est un facteur de stagnation économique et sociale. Dans un article sur état de santé et système de soins dans les pays en développement, Stéphane Tizio, 2004,
décrit les différentes manières par lesquelles la maladie agit sur le développement humain et sur la croissance. Selon l'auteur, la maladie engendre tout d'abord une perte de bien-être individuel en occasionnant des pertes de possibilités de consommation. Les traitements médicaux sont coûteux et en l'absence de couverture maladie, comme c'est le cas dans les pays les plus défavorisés, les sommes affectées amputent les revenus des ménages. La maladie entraîne également une perte de revenus courants, du fait des absences au travail, et une perte des revenus futurs du fait de la mort prématurée, qui vont provoquer une diminution de la consommation individuelle et ne permettront pas d'alimenter la demande globale au niveau macroéconomique. La mauvaise santé induit des coûts sociaux qui, en étant parfois importants, hypothèquent toute velléité d'amélioration de l'autonomie individuelle et de maintien de la croissance économique. La maladie d'aujourd'hui possède aussi un impact négatif sur la vie de demain. Elle revêt en effet une dimension intergénérationnelle sur les conditions d'existence des descendants et ascendants de l'individu malade. Les comportements démographiques des pays en développement caractérisés par une fécondité élevée et une forte mortalité engendrent un cercle vicieux de trappe à pauvreté. En l'absence de couverture sociale familiale, les familles nombreuses ne peuvent allouer à chacun de leurs enfants qu'une part d'autant plus faible du revenu pour les éduquer et les nourrir. Leur probabilité de survie est donc d'autant plus basse que les fratries sont importantes, et leurs chances d'accéder à des revenus élevés d'autant plus faibles. Ces effets intergénérationnels au niveau microéconomique se traduisent au niveau macroéconomique par un fort accroissement naturel de la population avec un âge moyen faible. La population en âge de travailler, le PNB par tête et le taux d'épargne stagnent. Enfin, pour Stéphane Tizio, la maladie engendre des coûts élevés pour la société. Une morbidité élevée, à côté du turnover important de la main-d'œuvre qu'elle engendre, décourage les investissements des entreprises, donc leur profitabilité, et décourage le tourisme, source de revenus en devises. En outre, lorsqu'une proportion importante de la population est malade, les budgets publics sont affectés prioritairement aux dépenses de santé, au détriment des autres services sociaux. La confiance de la population envers les autorités publiques s'affaiblit, tandis que les services sociaux sont saturés. La hausse de la productivité du travail, permise par l'emploi d'une main-d'œuvre bien soignée et bien nourrie, permettrait aux entreprises de réaliser des profits et aux investisseurs étrangers d'être moins frileux pour accorder les financements aux firmes des pays en développement. Cette corrélation forte entre la productivité du travail et la croissance économique est d'autant plus importante dans les pays en développement où le travail est surtout un travail manuel. Ainsi, une population en bonne santé voit son espérance de vie augmenter et son cycle de vie s'allonger. L'espérance de gain futur augmente avec l'horizon de planification des individus qui sont alors d'autant mieux disposés à investir en éducation, en santé et à se constituer une épargne financière. Jean-Paul Moati et Bruno Venteloup 2009 se sont eux aussi attachés, dans leurs travaux, à montrer que la santé peut être facteur de développement par plusieurs mécanismes. Le premier processus par lequel la santé peut être source de croissance tient aux pertes de productivité qui découlent de la morbidité et de la mortalité prématurée, et au fait que des travailleurs en bonne santé sont plus productifs et génèrent des revenus plus élevés. Au plan microéconomique, il a été aisément démontré qu'un traitement médical efficace permet de restaurer la productivité affectée par la maladie. Mais ce mécanisme n'est pas forcément suffisant pour entraîner des effets macroéconomiques significatifs. Dans le cas du sida, en dépit d'effets démographiques avérés qui, dans les pays d'Afrique subsaharienne les plus touchés, ont quasiment annulé les progrès d'espérance de vie obtenus depuis 1950, les premiers modèles macroéconomiques prédisaient un impact de l'épidémie de l'ordre de la perte annuelle d'un point de croissance du PIB. Dans le modèle néoclassique courant, qui servait de cadre à ces premiers travaux, les pertes de production dues à la disparition des travailleurs sont en partie compensées par un effet mécanique d'augmentation du capital par tête du pays. Couderc et al. 2006 ont montré qu'il suffit qu'existe une importante main-d'œuvre inoccupée, comme dans la quasi-totalité des pays en développement, et que la disparition prématurée de 10% d'une génération productive pour cause de maladie se traduise par une réduction proportionnellement moindre de la output, par exemple de l'ordre de 5%,
pour que la productivité par tête augmente et pour que les effets macroéconomiques de la mauvaise santé apparaissent limités. Par d'autres mécanismes, la santé n'est plus un bien de consommation comme les autres, mais un investissement générant des bénéfices significatifs sur le long terme. Ces modèles ont mis en lumière le rôle décisif de la transmission du capital humain dans la croissance à long terme, capital humain qui concerne non seulement l'éducation, mais aussi le capital santé. L'analyse de l'expérience des pays émergents d'Asie du Sud-Est, ainsi que d'autres succès de sortie du sous-développement, le Sri Lanka, l'État du Kerala en Inde, le Botswana, le Lesotho, la Tunisie, insiste sur le processus par lequel un début d'augmentation de l'espérance de vie, en allongeant l'horizon temporel des ménages, favorise une demande plus forte d'éducation et des comportements d'épargne, deux facteurs cruciaux pour alimenter l'investissement productif. À cela vient s'ajouter ce que certains ont qualifié de « dividende démographique ». Si la baisse de la mortalité précoce s'accompagne d'une baisse de la fécondité, les deux phénomènes entraînent une augmentation de la part relative des tranches d'âge productives, les 15 à 59 ans dans la population totale, et contribuent à un accroissement du revenu par tête. Sur cette question de la fécondité, un débat s'est engagé récemment quant aux effets attendus de l'impact du VIH-Sida sur la croissance des pays africains. Deux thèses s'opposent. Pour les uns, l'épidémie entraîne une baisse de la fécondité des populations atteintes, favorisant une participation accrue des femmes au marché du travail et à terme, un effet positif sur l'économie des pays touchés par l'épidémie. Young, 2005. À l'inverse, les travaux de Kalemi Oskan 2002 associent le maintien d'une fécondité active à un comportement d'assurance contre le sinistre et prédisent un effet négatif du sida sur l'investissement en capital humain effectué sur chaque enfant. David Veil, partisan de cette seconde thèse, propose un arbitrage empirique et montre à partir de données rétrospectives portant sur 80 pays pour la période 1960 à 2000 que, par le passé au moins, les gains d'espérance de vie ont notablement contribué à une augmentation du PIB par habitant, expliquant même près d'un quart de sa variance entre pays, Veil 2007. L'interaction entre santé et comportement de fécondité d'une part, et fécondité et choix éducatifs d'autre part, apparaît une piste de recherche intéressante pour éclairer les dynamiques de croissance. Sur le plan théorique, l'application au cas du sida de modèles de croissance suggère que l'impact cumulé de l'épidémie peut entraîner certaines économies dans une véritable trappe épidémiologique, mettant en danger leur régime de croissance. Ces travaux apportent aussi une justification macroéconomique à l'engagement massif de la communauté internationale dans le financement de l'accès des populations malades aux antirétroviraux, dont la rentabilité du rapport coût par année vie supplémentaire gagnée est contestée par une partie des économistes de la santé. Il faut cependant prendre garde à ce que le nouveau paradigme, qui fait de l'amélioration de la santé une condition nécessaire de la croissance, ne débouche pas sur la croyance, agitée par la majorité des organisations humanitaires mais aussi par certains experts, qu'il suffit d'augmenter l'aide internationale et les dépenses consacrées à la santé pour sortir les populations du monde en développement de la pauvreté. La santé, conséquence du développement. La croissance économique, comme le développement, ont une incidence sur l'état de santé de la population par l'extension du système de santé et la satisfaction d'un plus grand nombre de besoins de la population. La croissance économique permet l'augmentation de l'allocation des ressources dévolues au secteur de la santé. Plusieurs auteurs en ont démontré les mécanismes. La croissance du PIB total et du PIB par habitant conduit à plusieurs changements dans les comportements des ménages, changements dont fait état Stéphane Tizio 2004. Tout d'abord, l'affectation des ressources des ménages se modifie en faveur des biens et services supérieurs, conformément à la loi d'Engel. L'élévation du niveau de vie permet aux individus de se préoccuper davantage de leur santé. La demande de santé et d'éducation est alors susceptible d'augmenter. Les études économétriques montrent d'ailleurs que l'élasticité revenue de la demande est d'autant plus forte que le revenu initial des ménages est faible. Ensuite, les comportements démographiques se modifient eux aussi dans le sens d'une réduction de la fécondité, facteur favorable à l'accumulation de capital humain pour les enfants. La Banque mondiale, en 1993,
a établi que l'espérance de vie croît avec le revenu par habitant et ceci d'autant plus vite que ce revenu est faible, Banque mondiale, 1993. L'accroissement du revenu est alors un facteur déterminant de l'amélioration de l'état de santé des populations, indépendamment des progrès médicaux. Enfin, la croissance économique ouvre des possibilités de financement de systèmes de protection sociale. La socialisation du financement de la demande de santé permet alors de rendre solvable la demande des plus démunis. L'augmentation de la demande de santé et celle de la fréquentation des unités de soins, consécutive à la croissance des revenus, génère un revenu additionnel dans ce secteur. Il apparaît ainsi que la santé en tant que système est au cœur des liens qu'entretiennent santé et développement. Ce rôle d'interface joué par la santé entre croissance économique et développement humain doit alors être entretenu et renforcé par des politiques adéquates, les politiques de santé durable. L'organisation et le fonctionnement des systèmes de santé constituent dès lors un enjeu majeur du développement durable. Les politiques de santé qui modifient à la fois l'organisation et le financement des systèmes de santé remplissent donc un rôle central dans la marche vers le développement. Toutefois, cette contribution positive des politiques de santé au développement durable reste étroitement liée à certaines conditions qui portent, d'une part, sur l'efficacité productive et allocative des systèmes de santé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.